Jimi Hendrix est de retour après plus de 50 ans et le monde devient fou. De l'État de Washington aux salles de concert à travers le pays, une nouvelle vague musicale est en train de monter, et les plus grandes stars ne peuvent s'empêcher de vouloir en faire partie. Cependant, ce à quoi personne ne pouvait s'attendre, c'est qu'au moment où la vague montait, une légende que l'on croyait éternellement silencieuse surprendrait le monde. Jimi Hendrix, un nom qui semblait appartenir au passé, attire à nouveau tous les regards. Sur les réseaux sociaux, les fans deviennent fous de ce qui se passe. Alors, que se passe-t-il réellement avec l'icône immortelle du rock and roll? Découvrons-le maintenant. Né le 27 novembre 1942 à Seattle, Jimi a eu une enfance difficile et instable. Ses parents, Al et Lucille, non seulement avaient des difficultés financières, mais se battaient aussi constamment. Lucille n'avait que 17 ans lorsque Jimi est né, alors qu'Al servait dans l'armée en Alabama. Lorsqu'Al a demandé l'autorisation de rendre visite à son fils, celui-ci a non seulement été refusé, mais a également été détenu pendant plus d'1 mois. L'enfance de Jimi a été chaotique, car ses 2 parents étaient alcooliques et leur maison était souvent dangereuse. Les 4 frères et sœurs de Jimi ont été placés dans un orphelinat. En 1945, Jimi fut envoyé vivre chez un ami de la famille en Californie. Après qu'Al ait été libéré, il a ramené Jimi à Seattle. En 1951, Al et Lucille divorcèrent et Al eut la garde de Jimi et de son jeune frère, Léon. La douleur de perdre leur mère les a frappés en 1958, lorsque Lucille est décédée d'une maladie du foie. Jimi n'avait que 15 ans. Ce qui était encore plus tragique, c'est qu'Al avait refusé de laisser les frères assister aux funérailles de leur mère. Au lieu de cela, il leur a donné une bouteille de whisky et a dit froidement, c'est ainsi que les hommes gèrent la perte. Durant ces jours sombres, la musique est devenue le refuge de Jimi. Il était fasciné par la musique depuis son enfance, portant même un manche à balai pour faire semblant que c'était une guitare. Un travailleur social l'a remarqué et a proposé son aide, mais rien n'a changé. En 1957, alors que Jimi avait 15 ans, il trouva un vieux ukulélé avec une seule corde alors qu'il aidait son père à nettoyer une maison. Le propriétaire a laissé Jimi garder l'instrument. Il a appris à jouer à l'oreille en écoutant des chansons d'Elvis Presley. Après la mort de sa mère, Al lui a finalement acheté une vraie guitare. C'est avec cela en main que Jimi entre officiellement dans le monde de la musique, un monde auquel il sent qu'il appartient vraiment. Il s'est immergé dans la musique blues et rock, pratiquant sans relâche. En 1959, à l'âge de 17 ans, Jimi abandonne ses études au lycée Garfield parce que la musique était devenue tout pour lui. Il a rejoint des groupes locaux comme les Rocking Kings et les Velvetons. Malgré les difficultés de la vie, l'absence d'emploi stable et les nombreuses nuits passées à dormir dans des voitures ou des maisons abandonnées, Jimi a continué à jouer de la musique. Jimi a toujours été fasciné par l'observation d'autres artistes. L'une de ses idoles, Butch Snipes, jouait de la guitare avec ses dents. Jimi a appris de lui et a incorporé cette technique dans ses performances, une marque particulière qui est devenue sa marque de fabrique sur scène. En 1961, alors que Jimi Hendrix n'a que 19 ans, il fait face à un tournant majeur dans sa vie. Après avoir été arrêté pour conduite d'une voiture volée, il a été détenu pendant une semaine et avait le choix, continuer à purger sa peine ou rejoindre l'armée. Jimi a choisi l'armée et est devenu membre de la 101e division aéroportée, connue sous le nom de Screaming Eagles, qui a combattu lors de l'invasion historique du jour J de la Seconde Guerre mondiale. Jimi a commencé sa formation de base en août 1961 à Fort Ord, en Californie. Après avoir terminé le cours, il a été officiellement nommé soldat et transféré à Fort Campbell, Kentucky. Cependant, la vie dans l'armée n'a pas été facile pour Jimi. Il se sentait contraint par une discipline et des règles strictes et, dans une lettre à son père, il exprimait son inconfort face à l'environnement. Une chose, cependant, le faisait tenir, une guitare électrique DN rouge qu'il appelait Betty Jean. Jimi jouait de la guitare dès qu'il le pouvait, l'utilisant pour échapper à l'étouffement de l'armée. À Fort Campbell, il rencontre Billy Cox, un bassiste qui partage sa passion pour la musique. Ils sont rapidement devenus des amis proches et ont formé les King Casual. Même en uniforme, il se produisait dans les casernes et les villes voisines. Même pendant son service militaire, Jimi a commencé à jeter les bases de sa carrière musicale. En 1962, Jimi termine son service après 13 mois. La raison officielle était qu'il s'était blessé à la cheville lors de son 26e saut en parachute, le rendant physiquement inapte à poursuivre son service. Cependant, selon certains témoignages, le véritable problème pourrait être bien plus que la simple blessure. Jimi avait du mal avec la discipline militaire.
Il sautait régulièrement des tests, ne parvenait pas à accomplir ses tâches au champ de tir et ne satisfaisait pas aux normes d'entraînement physique. Certains rapports mentionnaient même qu'il était inapte au service militaire, ce qui, à l'époque, aurait pu entraîner une révocation. Quelle que soit la véritable raison, Jimi Hendrix a été honorablement libéré. Ce sont ces années difficiles dans l'armée qui l'ont aidé à réaliser que la musique était une voie sans retour, et c'est cette voie qui façonnera sa carrière légendaire. Après avoir quitté l'armée, Jimi Hendrix et Billy Cox ont déménagé à Clarksville, Tennessee avec un seul objectif en tête, poursuivre leur passion pour la musique. Ils ont gardé le nom du groupe King Casual et ont commencé à se produire dans de petits clubs de la région. C'est là que Jimi a commencé à développer son style musical unique. Il jouait de la guitare dans un style droitier mais utilisait sa main gauche, créant une signature distincte. Il expérimente également des performances impressionnantes, comme jouer de la guitare derrière la tête ou avec ses dents, des astuces qui maintiennent le public scotché à son siège. La pression pour attirer l'attention sur ces salons était intense. Jimi a dit un jour, « Vous devez jouer avec vos dents, sinon vous vous faites tirer dessus. » Même si ce n'était qu'une blague, cela reflétait clairement la férocité de la scène sud à cette époque. Le public ne voulait pas seulement voir la technique, il voulait un vrai spectacle. Si vous ne vous démarquez pas, vous n'aurez pas de seconde chance. Certains chefs de groupe n'aimaient pas le style de performance tape à accent grave-l'œil de Jimi, pensant qu'il essayait d'attirer l'attention. Cependant, Jimi a continué à développer son style de jeu audacieux malgré les objections de son entourage. De 1962 à 1965, Jimi a joué comme guitariste d'accompagnement pour de nombreux artistes du Chitlin Circuit, un réseau de salles de concert pour artistes noirs à travers le Sud, le Midwest et la côte des États-Unis à l'époque de la ségrégation raciale. L'environnement de performance y était dur, avec des conditions médiocres et des salaires bas ou parfois même, il ne recevait que de la nourriture au lieu de l'argent. L'artiste Bobby Rush, qui a joué avec Jimi à cette époque, a déclaré qu'il y avait des moments où ils étaient payés en nourriture plutôt qu'en argent. En janvier 1964, Jimi se sentait coincé. Après des années passées aux côtés d'autres artistes, il a décidé de quitter ce rôle et de prendre le contrôle de sa propre carrière musicale. Il a emménagé à l'hôtel Teresa à Harlem, qui était le centre de la communauté des artistes noirs. Là, il rencontre Lithofan Prien, également connu sous le nom de Faye, qui était non seulement sa petite amie mais aussi une source de soutien constant pour Jimi. Elle l'a aidé à traverser les moments les plus difficiles et l'a encouragé à continuer d'avancer. C'est également à cette période que Jimi rencontre les frères jumeaux Arthur et Albert Allen, deux personnalités influentes de la scène des clubs de Harlem. Avec le soutien de Faye et ses relations dans la communauté musicale, Jimi a commencé à se produire dans toute la ville. Il a joué dans de petites salles, rejoint d'autres groupes et constamment recherché des opportunités de se faire remarquer. Ces étapes ont jeté les bases de la naissance d'une future légende musicale. En février 1964, Jimi Hendrix participe à un concours nocturne amateur à l'Apollo Theatre, l'une des salles légendaires de Harlem. Il a gagné et a remporté la première place, une victoire majeure qui a confirmé qu'il pouvait attirer les foules sans avoir à se tenir derrière qui que ce soit. Cette victoire lui a non seulement redonné confiance, mais elle a également constitué une étape importante, confirmant qu'il était sur la bonne voie. Peu de temps après, un concert avec le groupe de Joe Tex a permis à Hendrix d'auditionner avec Ronnie Haley, membre du célèbre groupe The Haley Brothers. Hendrix a fait forte impression et s'est immédiatement vu proposer le rôle de guitariste principal dans leur groupe d'accompagnement. Ce fut une étape majeure dans sa carrière, marquant son passage de guitariste rythmique à artiste indépendant. En mars 1964, Hendrix a l'occasion d'enregistrer sa première chanson, un single intitulé « Testify » avec les Haley Brothers. Bien qu'il n'ait pas réussi à figurer dans les charts lors de sa sortie en juin, il s'agissait d'un début important pour un jeune artiste comme Jimi. Le même mois, il montre à nouveau ses talents en jouant de la guitare sur « Merci Merci » de Don Covey. Lorsque la chanson est sortie en août, elle a atteint la 35e place du classement Billboard, un énorme succès pour lui. Rhys a continué à tourner avec les Haley Brothers pendant une grande partie de 1964, jouant sur de nombreuses scènes à travers les États-Unis. Cependant, en octobre, il commençait à s'ennuyer du programme répétitif et des mêmes représentations. Son désir de créativité et d'innovation l'a poussé à quitter le groupe. Peu de temps après, il rejoint le groupe de tournée du légendaire Little Richard, l'un des artistes musicaux les plus influents de l'époque. En février 1965, le groupe de Little Richard se rend à Los Angeles, où Hendrix enregistre le single « I Don't Know What You Got, But It's Got Me », une composition de Don Cave sortie sur VJ Records.
Même si la chanson n'a atteint que la 92e place des charts et est rapidement tombée, elle a néanmoins marqué la présence de Jimmy dans les grands projets musicaux. À cette époque, la réputation de Little Richard n'était plus celle de ses années d'or. Lors de son séjour à l'hôtel Willox à Hollywood, Rix a rencontré la chanteuse Rosalie Brooks, qui l'a invité à jouer de la guitare sur son nouveau single, My Diary sur la face A et Gut sur la face B. Les deux chansons ont été écrites par Arthur Lee. Rhys a fourni la guitare d'accompagnement sur les deux morceaux et s'est rapidement lié d'amitié avec Arthur Lee. Cette rencontre a contribué à établir les premières relations de Rix dans le monde du rock, et il est ensuite devenu un grand partisan du groupe d'Arthur Lee, Love, contribuant ainsi à ouvrir la voie à sa transition des coulisses vers le devant de la scène. En juillet 1965, Jimi Hendrix fait sa première apparition à la télévision, en jouant avec le groupe de Little Richard dans A Night Train, une émission locale diffusée sur la chaîne WULAC TV de Nashville. Lors de l'émission, Rix a joué aux côtés des chanteurs Buddy et Stacy sur la chanson Shotgun. Ce clip est désormais considéré comme l'une des premières vidéos d'Hendrix en concert, un moment précieux dans l'histoire de la musique. Cependant, la relation entre Rix et Little Richard n'a pas toujours été fluide. Ils se disputaient souvent sur les différences de style de performance. Rix aimait s'exprimer sur scène avec des costumes flashy et un style de performance libre et libéral, ce qui était en contradiction avec l'image que Little Richard voulait conserver. Fin juillet, le frère et manager de Little Richard, Robert, a décidé de renvoyer Rix du groupe. Le 27 juillet 1965, Rix signe son premier contrat d'enregistrement avec Sur Records sous la direction du producteur Juggy Murray. Il a également signé un contrat de gestion avec la Copa. Peu de temps après, il retrouve les LA Brothers et enregistre les singles Move Over et Let Maître Dance avec Have You Ever Been Disappointed sur la face B. Fin 1965, lors d'un séjour dans un hôtel, Rix rencontre Curtis Knight, leader du groupe R&B The Squire. Ils se sont rapidement entendus et Rix a rejoint le groupe et est resté avec eux pendant les 8 mois suivants. En octobre, ils enregistrent le single How Should You Feel avec Welcome Home sur la face B. Tout en travaillant avec Knight, Hendrix a signé un contrat d'enregistrement de 2 ans avec Sur Records le 15 octobre 1965. Le même jour, il a signé un contrat de 3 ans avec le producteur Ed Chalpin. Bien que son association avec Chalpin n'ait pas duré, le contrat a causé à Hendrix de nombreux problèmes juridiques plus tard dans sa carrière. Tout en travaillant avec Curtis Knight et The Squire, Rix a continué à développer ses relations avec l'industrie. Il a tourné avec Joy Day and the Starlighters, enregistré avec King Curtis et joué de la guitare sur le single Help Me de Ray Sharp. En 1966, Rix commence à écrire des chansons, dont 2 instrumentaux, Hornet's Nest et Knock Yourself Out. Les 2 chansons sont sorties sous le nom de Curtis Knight and the Squire, marquant une étape importante dans sa carrière d'auteur-compositeur. Cette même année, Rix sent qu'il ne rentre plus dans la scène R&B traditionnelle. Il décide de déménager à Greenwich Village, New York, un centre d'art créatif rempli de musiciens et d'artistes d'avant-garde. Là, Hendrix a trouvé du travail au Café Oa sur McDougal Street, où il a formé un nouveau groupe appelé Jimmy James and the Blue Flam. L'un des membres notables du groupe était Randy California, qui formera plus tard le groupe Spirit. Les Blue Flam ont joué dans toutes les salles de concert de New York, et Rix a utilisé ces concerts pour explorer, expérimenter et façonner son propre style musical. En septembre 1966, les Blue Flam donnent leur dernier concert au Café au Go-Go à Manhattan. Ils ont servi de groupe d'accompagnement au chanteur John Hammond, marquant une étape importante dans le chemin de Rix vers le succès international. Le 24 septembre 1966, Jimi Hendrix arrive à l'aéroport de Londres avec presque rien. Il n'avait que des vêtements de rechange, quelques fers à friser, sa guitare et $40 empruntés. Heathrow, comme on appelait alors l'aéroport, était l'endroit où se déroulerait le plus grand tournant de la vie de Rix, un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Quelques mois plus tôt, Jimmy jouait dans de petits clubs à New York sous le nom de Jimmy James. Un soir au Café Oa de Greenwich Village, Chas Chandler, un ancien membre des Animals, se trouvait là et a été captivé par la performance enflammée de Jimmy. Chandler cherchait un nouveau talent à développer et il savait qu'il avait trouvé quelque chose de spécial. 12 jours après son arrivée à Londres, les choses ont commencé à changer radicalement. Le 6 octobre 1966, Chandler commença à former un groupe en mettant en relation des musiciens. Lors d'une audition, il rencontre Noel Reading, qui impressionne Jimmy avec son sens raffiné du blues et ses cheveux énervés. Pour le batteur, Chandler a choisi Mitch Mitchell, anciennement de Georgie Fame et des Blue Flam.
Mitchell et Ricks ont immédiatement trouvé un terrain d'entente dans leur amour du rythme et du blues. Chandler a également contribué à façonner l'image d'artiste de Jimi, en changeant son nom de Jimi James à Jimi, un détail petit mais distinctif. Le groupe, plus tard connu sous le nom de Jimi Hendrix Experience, a commencé à se produire presque immédiatement. En une semaine, ils étaient en tournée avec le célèbre chanteur français Johnny Hallyday à Paris. Le 23 octobre, ils sont entrés au studio de Lan Lea à Londres pour enregistrer leur premier single, Hey Joe. Cela faisait moins d'un mois que Jimi était arrivé en Angleterre, mais il faisait déjà sa marque. Les sessions d'enregistrement ne se sont cependant pas déroulées sans heurts. Les amplis Marshall étaient trop puissants pour les techniciens et Jimi lui-même s'inquiétait de ses capacités à chanter. La face B était le Stone Free. La première chanson originale de Jimi avec le groupe a été enregistrée le 2 novembre. Chandler avait encouragé Ricks à écrire la chanson afin de pouvoir gagner des redevances et jeter les bases d'une carrière à long terme. Le processus de signature d'un contrat d'enregistrement a été semé d'embûches. Finalement, les managers de The Who, Keith Lambert et Chris Stamp, ont signé la Jimi Hendrix Experience via Track Records. Comme Track était un nouveau label, le premier single fut distribué par Polydor et sorti le 16 décembre 1966. Hey Joe entra bientôt dans les charts britanniques, faisant ses débuts au numéro 41 et se hissant au numéro 6, où il resta 10 semaines. La popularité de Jimi a été encore renforcée par ses apparitions dans des émissions de télévision populaires telles que Ready Steady Go et Top of the Pop, qui ont aidé la chanson à atteindre un large public. Quelques mois plus tôt, Jimi Hendrix était guitariste accompagnant des chanteurs dans de petits clubs new-yorkais. Il était désormais en passe de devenir une icône musicale. L'homme qui a aidé à ouvrir cette porte, Chas Chandler, avait une vision claire, placer Jimi au bon endroit au bon moment afin que le monde puisse reconnaître son génie naissant. Le 1er octobre 1966, une semaine seulement après son arrivée à Londres, Jimi Hendrix fut emmené par Chas Chandler à la London Polytechnic, où Cream se produisait. Jimi a demandé à les rejoindre sur scène et ils ont accepté. Il a choisi le Killing Floor de Howlin' Wolf et, quelques minutes plus tard, la foule était stupéfaite. Eric Clapton, qui se tenait dans les coulisses, était sans voix. Il alluma une cigarette avec les mains tremblantes, puis se tourna vers Chandler et dit « Je ne t'avais pas dit qu'il était si bon ». À la mi-novembre, Jimi s'est produit au Bag of Night Club, qui regorgeait de stars comme Paul McCartney, John Lennon, Mick Jagger, Jeff Beck, Pete Townshend et Brian Jones. Tout le monde était stupéfait par son talent. Kevin S. a rappelé plus tard que la foule avait simplement juré sous le choc. À peu près à la même époque, Jimi a emménagé au 34 Montagu Square avec sa petite amie Cathy Etchingham. L'appartement appartenait à Ringo Starr et Chandler et sa petite amie vivait également dans l'immeuble. Jimi a commencé à devenir un habitué des clubs haut de gamme comme le Scotch of St. James, où les Beatles et les Rolling Stones avaient leur propre table. Chandler tenait sa promesse, faisant de Jimi le nom le plus parlé à Londres en quelques mois seulement. Mais la navigation n'a pas toujours été fluide. Jimi avait une passion brûlante et une vision claire de la manière dont il voulait présenter sa musique. Lors d'une première session d'enregistrement de Hey Joe, Chandler a demandé à Jimi de baisser l'ampli. Jimi a crié avec colère qu'il ne pouvait pas travailler dans ces conditions et a menacé de retourner aux États-Unis. Chandler n'était pas découragé. De retour du bureau des visas, il a sorti le passeport et le billet de retour de Jimi, les a placés sur le comptoir du bar et a dit « Si tu veux rentrer chez toi, rentre chez toi ». Chandler aurait simplement dit « Va-t'en ». Jimi l'a regardé, a ri et a répondu « D'accord, tu m'as appelé ». C'est à partir de là que leur relation s'est nouée. Chandler a donné à Jimi une liberté artistique mais a tout gardé dans un cadre professionnel. La grande rupture a eu lieu le 18 juin 1967, au Monterey Pop Festival. Soirée d'été légendaire à Londres, Jimi était un phénomène. Mais en Amérique, il était encore un étranger. Il savait que c'était le moment de s'évader. Les Who venaient de terminer leur set avec une destruction dramatique de leurs instruments. Jimi savait qu'il devait faire quelque chose d'encore plus intense. Avant de monter sur scène, il a discrètement demandé en coulisses de préparer une bouteille d'essence à briquet, qu'il a cachée derrière l'ampli. Brian Jones des Rolling Stones a présenté Jimi au public. Alors que Wild Thing jouait à la fin, Jimi s'est agenouillé, a retourné sa Stratocaster et a dit dans le microphone « Je vais sacrifier ce que j'aime le plus ». Puis il a aspergé l'instrument de liquide et y a mis le feu. Il a pris feu. Jimi l'a frappé au sol 7 fois, puis a lancé les morceaux enflammés sur le public.
Le photographe Ed Curve a capturé ce moment de l'histoire. L'image est devenue un symbole immortel de la musique rock. Ce soir-là, Jimi Hendrix n'était plus un artiste inconnu. C'était une légende. Le critique Robert Christgau a écrit plus tard que la performance a inauguré une nouvelle ère avec un style de guitare puissant, audacieux et inégalé. Jimi Hendrix était sur une lancée avec son premier album, au son frais et puissant. Are You Experienced est sorti au Royaume-Uni le 12 mai 1967 et a été un succès instantané. Il est resté dans les charts pendant 33 semaines, culminant au numéro 2, juste derrière celui des Beatles. Groupe du Lonely Hearts Club du Sgt Pepper. Cependant, la sortie de l'album au Royaume-Uni manquait de succès clés comme Purple Haze, et Job et The Wind Cry Mary. Au lieu de cela, les auditeurs ont découvert des chansons comme Red House, qui mettaient en évidence les racines blues profondes de la musique de Hendrix. Malgré le succès de l'album, Jimi Hendrix n'était pas satisfait de la conception de la pochette britannique. Après sa performance révolutionnaire au Monterey Pop Festival, Reprise Record sort la version américaine de l'album le 23 août 1967. Cette version de l'album présentait une tracklist révisée, comprenant des succès majeurs, ainsi qu'une pochette psychédélique conçue par Carl Ferry. Bien que Purple Haze n'ait atteint que la 65e place du Billboard Hot 100, l'album dans son ensemble est devenu un succès instantané sur la radio Underground FM. Il a rapidement atteint le top 5 du Billboard 200 et est resté dans le classement pendant 106 semaines, dont 76 dans le top 40. De plus, l'album a atteint la 10e place du classement R&B et y est resté pendant 70 semaines. Ce succès a été renforcé par une campagne promotionnelle de $20 000, une somme énorme à l'époque. En 1968, Jimi Hendrix atteint l'apogée de sa carrière. Le 16 octobre 1968, il libère Ladyland Electric, son premier double album et le premier qu'il a entièrement produit lui-même. C'était son seul album à atteindre le numéro 1 du Billboard 200. Des morceaux comme Voodoo Child, Slight Return, Crosstown Traffic et sa reprise de All Along the Watchtower de Bob Dylan démontraient sa créativité révolutionnaire. Ce dernier est devenu son seul succès dans le top 20 du Billboard Hot 100, et même Bob Dylan a reconnu que Hendrix avait exploré dans sa version des profondeurs émotionnelles qu'il n'avait jamais explorées lui-même. Cependant, Ladyland Electric a également marqué un tournant turbulent dans la carrière de Hendrix. Au cours de la production, il a mis fin à sa relation avec Cha Chandler, le manager qui l'avait amené en Angleterre et l'avait aidé à lancer sa carrière. Hendrix a commencé à désirer un contrôle total sur tous les aspects de sa musique. Obsédé par l'obtention de la meilleure qualité sonore, il jouait souvent lui-même des parties de basse plutôt que de permettre à Noel Redding de le faire. Son perfectionnisme croissant devient le moteur de son processus créatif. En 1968, Jimi et son manager, Michael Jeffrey, achètent le All Generation Club à Greenwich Village avec le projet initial de le transformer en salle de concert. Cependant, lorsqu'ils ont réalisé qu'Hendrix dépensait $300 000 par an en enregistrement, ils ont décidé de construire leur propre studio. Ainsi, Electric Lady Studio est né. Conçu par l'architecte John Stwack, le studio était le reflet du style unique d'Hendrix, des fenêtres arrondies, un éclairage tamisé et des peintures murales colorées créaient une atmosphère détendue et créative. Mais le projet ne s'est pas déroulé sans heurts. Même si Jimi gagnait jusqu'à $100 000 par représentation dans des lieux comme le Madison Square Garden, cela ne suffisait pas à couvrir les dépenses. Le studio fut achevé 2 fois plus tard que prévu et coûta près d'1 million de dollars à la fin de 1970. Le 15 juin 1970, Hendrix s'y produisit pour la première fois avec Steve Winwood et Chris Wood. Le lendemain, il enregistre « Night Bird Flying ». Bien que le studio ait officiellement ouvert ses portes le 25 août 1970, Hendrix partit avant de voir tous les résultats de son travail. Le Jimi Hendrix Experience s'est dissous au début de l'été 1969 après leur dernière représentation au Denver Pop Festival. L'événement de 3 jours au Mile High Stadium, où les billets coûtaient seulement $6 par jour ou $15 pour tout le week-end, mettait en vedette des artistes comme Joe Cocker et Creedence Clearwater Revival. Lors d'une conférence de presse le même jour, Hendrix a présenté de manière inattendue Billy Cox, un ami de son époque militaire, comme nouveau membre, prenant Noel Redding et Mitch Mitchell complètement au dépourvu. La situation est devenue chaotique lorsqu'environ 2500 personnes qui n'avaient pas pu entrer dans le stade se sont affrontées avec la police. Des gaz lacrymogènes ont été déployés et le spectacle s'est terminé brusquement. Hendrix et le groupe ont fui la scène, rapidement entourés par la foule. Mitch Mitchell a déclaré plus tard qu'il craignait d'être écrasé. Le lendemain,
Noel Redding est rentré en Angleterre, marquant la fin de la programmation originale de l'expérience. Plus tard cet été-là, Hendrix a fait une apparition à Woodstock, le festival de musique historique. Il devait initialement clôturer le spectacle le dimanche soir 17 août 1969, mais en raison de retard, il n'est monté sur scène qu'à 8 heures du matin le lundi 18 août, alors que la plupart des 400 000 participants étaient déjà partis. Il ne restait plus qu'environ 30 000 personnes. Dans les coulisses, un débat s'est ensuivi pour savoir s'il devait jouer The Star Spangled Banner. Michael Jeffrey, craignant une répétition des problèmes de Dallas, s'y est opposé, mais le promoteur Jerry Morrison a encouragé Hendrix à suivre son instinct. Hendrix est monté sur scène et a interprété l'hymne national d'une manière que personne n'avait jamais entendue auparavant, des guitares hurlant comme des sirènes, des bombes tombant, des gens criant. C'était une performance à la fois violente et obsédante. Beaucoup y ont vu une déclaration politique, mais Hendrix a insisté plus tard sur le fait qu'il jouait simplement avec ses émotions et ne transmettait pas de message spécifique. En 1966, la vie et la musique de Hendrix ont pris une toute nouvelle direction lorsqu'il a consommé pour la première fois du LSD, un stimulant qui a ouvert un monde étrange et coloré dans son esprit. Selon sa petite amie de l'époque, Cathy Etchingham, Hendrix a commencé à voir des images magiques dans sa tête et a voulu les transformer en musique. Bien qu'il ait eu du mal à expliquer ses visions aux autres, lorsqu'il a pris sa guitare, tout a pris vie. Le LSD a ouvert une porte à la créativité qu'Hendrix a franchie avec impatience. À partir de 1967, il a commencé à se produire sous LSD, notamment au Monterey Pop Festival, où il a non seulement étonné la foule avec son style de jeu sauvage, mais a également choqué le monde en mettant le feu à sa guitare, un acte qui symbolisait sa détermination à repousser les limites musicales. À la fin des années 1960, le LSD faisait désormais partie intégrante de la vie et de la musique de Hendrix, aux côtés de la marijuana, des amphétamines et de la cocaïne. Ces substances l'accompagnaient non seulement lors de ses tournées, mais contribuaient également à façonner le son psychédélique qui définissait son travail. Des chansons comme Purple Haze et 1983. Amèrement It Should Turn to Be reflètent un monde musical d'une autre dimension, où Hendrix était à la fois un voyageur et un guide. Le biographe Charles Cross a fait remarquer que peu d'artistes étaient aussi profondément liés à la culture psychédélique qu'Hendrix, dont la musique semblait refléter cet état d'esprit élevé. Mais parallèlement à ces expériences surréalistes, Hendrix était également aux prises avec un autre côté plus sombre, l'alcool. Contrairement à son image habituellement calme et douce, quand Hendrix buvait, il devenait colérique et sujet à des explosions violentes. L'un des incidents les plus graves s'est produit à la fin des années 1960, lorsqu'il a fracassé une bouteille de vodka dans l'œil de sa petite amie Carmen Barrero au cours d'une vive dispute. Hendrix a commencé à boire après avoir quitté l'armée en 1962, et il a déjà dépensé $400 en alcool en une seule nuit. Il a admis que l'alcool le faisait agir de manière stupide, mais les choses ont empiré après qu'il soit devenu célèbre. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour s'être battu lors de tournées. Pour ses proches, l'alcool n'était pas seulement un problème, c'était une malédiction silencieuse qui détruisait son équilibre intérieur, conduisant à des colères incontrôlables que peu de gens voyaient. Le 3 mai 1969, Hendrix a été arrêté à l'aéroport international de Toronto lorsque les douaniers ont découvert de petites quantités d'héroïne et de marijuana dans ses bagages. Après que les tests aient confirmé la présence de drogue, il a été libéré sous caution de $10 000. Le soir même, Hendrix s'est produit au Maple Leaf Gardens, où, pendant un Red House, il a changé les paroles et a déclaré « Dès que je sors de prison, je veux la voir », laissant le public à la fois choqué et ému. 2 jours plus tard, le 5 mai, Hendrix a été officiellement accusé de possession de drogue, chaque accusation étant passible de 20 ans de prison. Les membres du groupe, Redding et Mitchell, ont émis l'hypothèse que la drogue avait été dissimulée pour le piéger. Le procès, prévu pour décembre, s'est terminé avec Hendrix déclaré non coupable après 8 heures de délibération. À l'extérieur du palais de justice, il a souri et a brandi une pancarte de paix en disant « Le Canada m'a offert le meilleur cadeau de Noël de ma vie ». Cependant, cette brève liberté n'a pas apporté la paix à Hendrix. Le 3 septembre 1970, alors qu'elle était en tournée en Europe, Hendrix arriva à Göteborg, en Suède, et fut confronté à Ava Sankist, qui affirmait qu'Hendrix était le père de son fils, James, né en janvier 1970. Bien que des affirmations similaires aient été faites auparavant, celle-ci semblait particulièrement sérieuse, car Hendrix était physiquement et mentalement épuisé après des années de toxicomanie. Le concert de cette nuit-là s'est transformé en une expérience chaotique. Hendrix oubliait les paroles, changeait de chanson au hasard et semblait hors de contrôle.
2 semaines plus tard, dans la nuit du 17 septembre, Hendrix séjournait à l'hôtel Samuran à Londres avec sa petite amie Monica Dannemann. De retour d'une fête à 3 heures du matin, ils ont parlé jusqu'à environ 19 heures, avant de se coucher. Dannemann a affirmé plus tard qu'Hendrix avait pris 9 somnifères Vespé, bien au-dessus de la dose habituelle. À cette époque, Hendrix était dans un état de fatigue extrême, épuisé mentalement et physiquement. Il perdait confiance en son entourage et se sentait piégé dans l'industrie musicale. Lorsqu'Hendrix est décédé le 18 septembre 1970, à seulement 27 ans, il a rejoint le tragique 27 Club, qui comprenait des légendes comme Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones et plus tard Kurt Cobain et Amy Winehouse. À 11h18 le 18 septembre 1970, une ambulance a été appelée à l'hôtel où séjournait Hendrix. L'équipage est arrivé et a découvert une scène sinistre. La porte de la chambre était ouverte, la cuisinière à gaz brûlait toujours et Hendrix était allongé sur le lit, couvert de vomi et les voies respiratoires complètement bloquées. Étonnamment, sa petite amie Monica n'était pas présente, même si elle a affirmé plus tard qu'elle ne l'avait pas quitté. L'ambulancier Reggie Jones l'a décrit comme l'une des pires scènes qu'il ait jamais vues. Hendrix a été transporté d'urgence à l'hôpital Saint-Marie Abbott mais a été déclaré mort à 12h45. Le rapport toxicologique a révélé un très faible taux d'alcool dans son organisme, mais des traces de vin rouge dans ses poumons et son estomac, suggérant qu'il s'était peut-être noyé. En 1992, Scotland Yard a rouvert l'affaire, mais après avoir interrogé toutes les personnes impliquées, l'enquête a été close sans conclusion. Plus de 50 ans après sa mort, l'héritage d'Hendrix continue de prospérer. Le 18 mars 2025, l'État de Washington lui décerne la médaille du mérite, la plus haute distinction civile. La cérémonie dans la capitale de l'État à Olympia s'est déroulée en présence du gouverneur Bob Ferguson, du lieutenant-gouverneur Denny Hec, du secrétaire d'État Steve Hobb, de la famille Hendrix et des représentants du musée de la culture populaire. Le gouverneur Ferguson a qualifié Hendrix de l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, dont l'influence s'est étendue bien au-delà des frontières de l'État. Ce prix a été rendu encore plus significatif par le retour du découvré Hendrix tourné après une interruption de 5 ans. La tournée de 33 jours, mettant en vedette des artistes notables comme Kenny Wayne Shepherd, Zakk Wylde, Eric Johnson et d'autres, a débuté au Chicago Theatre le 21 mars. La tournée se terminera par une performance de la légende du blues Buddy Guy, qui rendra hommage à son défunt ami et à son influence musicale.